Bonjour à tous. C'est bon, ça marche? Ouais. Euh, donc merci aux organisateurs pour m'avoir invité et vous donner l'occasion de vous présenter le plan national qu'on appelle France Médecine Génomique 2025 et qui va un peu vous montrer une initiative nationale autour de la médecine génomique pour ce pays. Alors juste pour vous rappeler un petit peu aujourd'hui, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la médecine génomique, c'est le fait que au regard des évolutions technologiques sur la capacité à séquencer le génome, on est aujourd'hui en mesure, avec des coûts, vous avez ici le diagramme classique, vous avez la loi de Moore que l'on connaît tous, et vous voyez que le coût du séquençage est encore sur des courbes encore plus impressionnantes que celle de la loi de Moore en termes de baisse du coût du séquençage. On est aujourd'hui, grâce à ces évolutions technologiques, on est en mesure de faire des pas très importants dans le domaine de la recherche et sur l'interprétation des données génomiques à des fins cliniques. Et grâce à ces deux avancées majeures, à la fois technologiques et sur la connaissance scientifique, on est aujourd'hui en mesure de se mettre en condition de voir comment on peut intégrer tout ceci dans le cadre de la pratique médicale, et c'est ça que l'on appelle la médecine génomique. Alors les choses avancent très très vite et on a aujourd'hui à travers le monde un certain nombre de très grandes initiatives nationales avec des plans nationaux qui se mettent en place, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi les plans se font à l'échelle soit nationale soit internationale, et c'est tout à fait en lien avec les aspects de big data. Alors juste pour vous donner quelques éléments, les Anglais ont lancé un grand plan national avec près d'1 milliard d'euros il y a maintenant 3 ans. Les Américains ont lancé un grand plan sur la médecine de précision il y a maintenant 2 ans. Les Chinois, avec des sommes absolument faramineuses, investissent massivement dans ce domaine-là. Ce n'est pas sous forme d'un plan national parce que ça s'inscrit dans leurs grands plans quinquennaux, et avec des niveaux d'investissement qui sont absolument pas comparable avec ce que je venais de citer avant, on est à plusieurs milliards. Il y a également un plan national aujourd'hui en Australie, il y a des choses au Japon, au Québec, en Allemagne et donc en France. La question qui était de se poser, c'est comment on aborde cette affaire-là et comment on se mobilise pour vouloir se positionner, alors qu'aujourd'hui, on était sur un constat qu'il y avait à peu près 3000 patients qui souhaitaient se faire séquencer leur génome pour pour pouvoir être orienté vers telle ou telle thérapie, et qui étaient allés à Barcelone pour se faire séquencer, dans la mesure où nous n'avions pas, dans le cadre du soin, de choses opérationnelles en France. Donc tout ça fait qu'il y a une mobilisation au niveau de l'État, et qui a conduit à essayer de mettre en place un plan national. Alors juste avant, pour vous donner un peu les bases de ce plan national, juste quelques éléments d'analyse de tout ce qui se passait à l'étranger. Ce qu'on s'apercevait, c'était que l'application clinique était réellement un objectif partagé par tous les plans nationaux, c'était même la raison d'être de ces plans nationaux, mais avec des niveaux de maturité qui étaient très différents, et beaucoup de choses relevaient encore de la recherche clinique et pas de l'intégration dans un parcours de soins. Alors à ça, des raisons très différentes, en particulier des raisons organisationnelles liées au fait que justement il n'y avait pas forcément un système de santé unique, une organisation nationale dans certains pays, et que la déclinaison d'une prise en charge à l'échelle nationale était relativement complexe. Et puis par ailleurs parce que les centres hospitaliers avaient des organisations très hétérogènes. Donc derrière ça, ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y a un réel besoin, au-delà de ce que l'on fait en recherche, si on était capable d'aller vers la recherche clinique, c'est-à-dire de démontrer à partir d'évaluations la pertinence clinique, un besoin d'infrastructure très grand, à la fois sur le séquençage et l'analyse des données, pour être capable de mettre en place cette évaluation clinique. Et puis derrière, si on veut le transposer dans le soin, également problématique sur les aspects d'infrastructure. En termes d'application, c'est-à-dire de pathologie cible, une fragmentation selon les initiatives prises entre les domaines, c'est-à-dire que certains grands plans sont très centrés sur le cancer, c'est le cas notamment aux États-Unis, d'autres sur les maladies rares, d'autres sur les deux, c'est notamment en Grande-Bretagne avec une forte orientation maladies rares. Notez, c'est assez étonnant, mais qu'il y a 2 pays qui sont l'Estonie et la Slovénie qui pratiquent déjà le séquençage exome, je reviendrai dessus tout à l'heure, donc le séquençage de l'ensemble du génome, la partie intéressante, avec un remboursement, mais uniquement sur des indications extrêmement précises dans le cadre de maladies rares. Et on est sur des pays donc de petite taille avec des éléments organisationnels probablement plus faciles à aborder. Autre point très important, c'est que dans la plupart des grandes initiatives nationales, c'est le cas en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Chine par exemple, cette notion de centralisation des données
et on va revenir dessus. Et puis, autre élément qui était probablement un élément déterminant dans toutes ces initiatives, c'est qu'il y a aujourd'hui un véritable enjeu industriel de créer une filière économique associée à tous les aspects technologiques et les aspects de services associés à la médecine génomique. Alors, la question qu'on avait en France était comment organiser ça et comment intégrer ça dans le cadre du parcours de soins. Et donc, le Premier ministre a sollicité l'Alliance Avisan, qui est l'Alliance de recherche pour les sciences de la vie et de la santé, c'était au printemps 2005, en demandant à Avisan d'établir un rapport autour de 4 points, qui étaient de préciser un peu la place du séquençage à travers le monde pour les 10 ans à venir, d'établir le positionnement de la France, à la fois en recherche et surtout aujourd'hui, dans sa capacité à transposer des choses dans le soin et pour quel type d'indications thérapeutiques et autres. Préciser les enjeux en matière d'innovation, en matière de potentiel de valorisation et d'aspects économiques associés. D'y associer la dimension éthique qui va être extrêmement importante, je reviendrai dessus. Et puis, et c'est peut-être l'essentiel, de proposer un modèle médico-économique et industriel qui permettait de garantir un équilibre financier incluant la prise en charge par l'assurance maladie de l'acte médical de séquençage. Donc vous voyez qu'on couvrait l'ensemble de la chaîne, je dirais jusqu'au payeur entre guillemets. Alors ce plan, on l'a co-construit pendant une année, mobilisé plus de 160 personnes d'horizons très diverses, des représentants institutionnels, des experts ayant des compétences transversales aussi bien dans les aspects recherche, santé et industrielle, les agences de recherche et sanitaires, les administrations centrales des ministères de la santé, de la recherche et de l'industrie, de très nombreux industriels qui se sont fortement mobilisés, industriels dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'IT, dans le domaine des laboratoires d'analyse. L'assurance maladie est également associée à ça, la HAS, et puis également le CGI et l'école d'économie de Toulouse, parce qu'il y a des aspects de modèle médico-économique global qui est aujourd'hui une grande question posée à tous ceux qui partent dans cette aventure. Alors l'ambition du plan que l'on a posé en France, elle est très claire. Elle est ne pas rester au stade de la recherche ou de la recherche clinique, mais d'intégrer totalement le séquençage dans un parcours de soins générique. Et donc vous allez voir qu'on va parler d'infrastructure pour le soin et pas pour la recherche. Et puis, deuxième ambition, qui c'est de développer, je dirais comme tous les autres plans, mais on est également très légitime à le faire, l'ambition de développer une filière nationale, notamment industrielle, en médecine génomique, en mettant énormément l'accent sur la partie data. Alors, ça veut dire quoi, intégrer le séquençage dans un parcours de soins générique? C'est schématiquement ce que vous avez ici, chose très simple. On part du dialogue patient-médecin, décision partagée de recourir à un examen de séquençage. Donc, la phase préanalytique dans le laboratoire de biologie. Ensuite, mise en œuvre du séquençage sur des plateformes qui sont à créer. Préanalyse des données, envoi des données vers une base nationale de métadonnées clinico-biologiques, on reviendra dessus, autour duquel on mettra un certain nombre d'outils informatiques d'aide à la décision, absolument pas d'outils de diagnostic automatique. Et ensuite, organisation de réseaux d'experts à partir experts spécialisés et experts dans les laboratoires de biologie médicale pour permettre une validation et une interprétation par un médecin biologiste et retour vers le médecin prescripteur et le patient. Donc à la fois pour du diagnostic ou de l'aide à la décision thérapeutique. Donc c'est autour de ce schéma-là qu'on va retrouver toutes les mesures du plan et toutes les actions qui seront mises en place. Donc vous voyez, c'est un aspect totalement intégré. Alors rapidement les enjeux, mais je les ai plus ou moins cités. Des enjeux de santé publique, avec là un point très important, c'est à travers ce plan-là, on prévoit l'intégration, la mise en œuvre des indications avec un accès égal au séquençage pour tous les patients pour lesquels il y aura une indication. Au passage, cet accès égal au séquençage, c'est quelque chose d'assez unique. Aucun des autres plans que j'ai signalés tout à l'heure n'ont positionné cet enjeu. Autre élément d'enjeu de santé publique, mais je viens d'en parler, c'est la modification d'un parcours de soins avec des choses assez majeures, et ça c'est évidemment très compliqué. Des enjeux scientifiques que vous imaginez sur la capacité à travers tout ça à accéder à une meilleure compréhension des pathologies, à tout ce que ça a amené en termes de recherche clinique, en termes de développement technologique et en termes de développement d'expertise dans le domaine des sciences, du calcul et des données.
Et puis, un enjeu économique qui reste à démontrer, mais c'est, je dirais, une des forces de fait d'avoir intégré ça dans un plan national, c'est d'emblée de pouvoir se mettre en configuration pour le mesurer, c'est de démontrer que la médecine génomique pourrait potentiellement amener à réduire, à être une forme de réduction des coûts pour le système de soins, notamment du fait aujourd'hui des indications à venir dans le domaine de la cancérologie. Dans le domaine du cancer, aujourd'hui, le plan cancer nous a indiqué qu'il y avait à peu près 60 000 patients par an pour lesquels aujourd'hui les thérapies classiques, chimiothérapie, radiothérapie ou autres, ne sont pas efficaces parce que, en fait, on a une mauvaise connaissance du profil biologique associé au cancer et que la médecine génomique pourrait, je parle au conditionnel, apporter des réponses concrètes à ça. Parallèlement à ça, il y a énormément d'innovations dans le domaine de la cancérologie avec ce qu'on appelle des nouvelles thérapies ciblées, anticorps thérapeutiques, approches par immunomodulation, qui peuvent être probablement une voie très importante de progrès dans la prise en charge thérapeutique dans le cancer, mais pour lequel ce sont des traitements qui coûtent très 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 cher, plusieurs milliers d'euros, et pour lesquels on sait aujourd'hui que les taux de succès sont de l'ordre de 25 à 30%. Parce qu'ils sont très efficaces pour des patients qui ont exactement le profil biologique qui va correspondre à l'indication thérapeutique. Et aujourd'hui, à partir d'une mauvaise connaissance de ce profil biologique, on va tester ces approches nouvelles, et puis si ça ne marche pas, on va passer sur une autre. Donc c'est un coût très important, et le fait de pouvoir mieux aider à la décision thérapeutique en orientant directement par la connaissance du séquençage vers la bonne prise en charge thérapeutique. Il y a derrière un bénéfice direct pour le patient, et c'est quand même ça l'essentiel, et puis derrière, potentiellement des économies de santé. Donc derrière l'investissement qu'il y a pour aller vers la médecine génomique, il y a néanmoins une perspective très claire de réduction des coûts de santé pour l'ensemble. Mais encore faut-il le démontrer, et c'est très complexe, d'où l'idée de l'intégrer d'emblée dans le plan. Alors j'avance. Donc le plan que je vais vous présenter, alors il est très facile à expliquer, un peu plus compliqué à mettre en place. Il s'explique avec 3 grands objectifs et 14 mesures. Donc les objectifs sont assez simples, hein. On va mettre en place des instruments dans le cadre du parcours de soins. Après, on va voir comment assurer la mise en œuvre opérationnelle et la montée en puissance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans un domaine où les technologies évoluaient très très rapidement. On change aujourd'hui en séquençage de technologie tous les 18 ou 24 mois. Et là, on est un plan à prévision 2025. Donc on n'est qu'un plan sur 10 ans. Donc il fallait être capable d'intégrer la montée en puissance. Et puis mettre en place en œuvre des outils de suivi et de pilotage, des choses très importantes sur l'information vers le public, l'éthique, etc. Alors, sur l'objectif 1, je vais passer assez vite ici, puis je reviendrai dessus derrière, parce que c'est à travers cet aspect-là je vais pouvoir aborder les aspects plus liés au big data et au calcul. Comme je vous l'ai dit, la première étape, ça va être d'intégrer sur le territoire des plateformes. Aujourd'hui, à partir d'une population cible sur maladies rares, cancer, on arrive à l'idée qu'il y a 110 000 patients par an qui pourraient bénéficier du séquençage en génome complet. Et donc, à partir des capacités de séquençage, on est arrivé au fait qu'il faudrait à terme, si tout va bien, 12 plateformes à mettre en œuvre sur le territoire. Alors, on est parti sur quelque chose de délocalisé et pas centralisé. Il faut savoir que le plan britannique, lui, a considéré une plateforme centrale. Parce que dans une logique d'intégration dans un parcours de soins, il y a aujourd'hui tous les aspects de parcours et autres. La régionalisation sont des éléments très importants dans l'organisation au quotidien des soins. Et donc on voulait plutôt s'insérer dans les organisations régionales que d'être dans un parcours de soins plus profondément modifié avec des choses très centralisées. Néanmoins, sur la partie capacité à tirer profit de l'ensemble des données, je vais revenir dessus tout à l'heure. Là, il était clairement nécessaire d'être dans une logique, je dirais, nationale, et c'est même à minima nationale. Vous allez voir qu'il faudrait être encore plus intégré avec ce qui se fait à travers le monde. Et d'où l'idée d'avoir un collecteur, analyseur de données, une base nationale de métadonnées pour pouvoir faire l'extraction de l'information. Et puis, la mesure numéro 3, on reviendra dessus, mais ça a été évoqué un peu tout à l'heure, c'est permettre l'accès aux données de soins nécessaires à l'interprétation des données de génomique. Donc là, on ne parle pas de l'ensemble des données de soins hospitalières, mais du minimum de données nécessaires pour être capable de permettre l'interprétation des données de génomique. Il faut y associer quelques données de soins particulières.
Donc ça, c'est la partie infrastructure, et avec les données, je reviens dessus ensuite. Après, pour l'objectif 2, qui était d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la montée en puissance du système, on a inventé un outil qui est à créer, qu'on appelle le CREFIX, qui va être à la fois un centre de référence, d'innovation et d'expertise. Centre de référence dans la mesure où la qualité, la reproductibilité des procédés et des processus est quelque chose d'absolument essentiel pour réaliser une interprétation de grade clinique, on va dire. Et donc, à partir du moment où on avait une organisation distribuée sur les plateformes, il était nécessaire d'avoir une notion de centre de référence, d'où partiraient toutes les procédés, toutes les procédures pour être garant de cette harmonisation, de cette standardisation. Donc, c'est une des missions du CREFIX. Par ailleurs, il faut être capable d'anticiper les évolutions organisationnelles technologiques, et donc l'idée étant d'être à la fois centre d'innovation, en partenariat public-privé. Il est très clair que le déploiement de tout ça se fait à partir de solutions industrielles au standard de ce qui est nécessaire d'avoir d'un point de vue clinique, dispositif médical et autres. Et donc, pour être capable de travailler et d'anticiper ces innovations, un centre d'innovation en partenariat public-privé associé au CREFIX. Et puis enfin, un centre d'expertise il y a un énorme challenge pour former, il y a des nouveaux métiers associés à tout ça, il y a énormément sur les métiers actuels, de spécialisation à développer, donc un effort de formation assez massif à faire dans ce pays, et qui, en particulier, doit être associé à cette montée en puissance des technologies, donc centre d'expertise pour être capable de former des formateurs, et à travers ensuite tous nos systèmes d'organisation d'enseignement, à la fois en formation continue et en formation diplômante, université, école d'ingénieurs, école spécialisée, etc., de déployer et de faire cet effort de formation. C'est une des grandes missions du plan. Juste, je vais revenir en arrière. Donc, ça, c'était la partie CREFIX. Après, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Il y avait l'idée parce qu'il faut un certain nombre de temps pour déployer ces instruments et d'être un petit peu dans la vraie vie. Donc on a développé des projets pilotes, il y en a 4, qui vont permettre d'être aujourd'hui sous forme d'essais cliniques, d'être dans la réalité de ce qui est faisable en termes d'intégration dans un parcours de soins, qui va nous permettre d'identifier les verrous à la fois technologiques, cliniques, réglementaires, organisationnels, le long du parcours pour les différentes catégories de pathologies. Mesure 6, qui est absolument essentielle et qui pour moi, au passage, si j'élargis un petit peu la discussion de la médecine génomique sur la médecine numérique de façon générale, c'est qu'on oublie trop souvent que si l'on souhaite qu'une technologie soit exploitée et diffusée de façon très large, il faut qu'elle réponde en termes de bénéfices pour le patient. S'il n'y a pas un bénéfice démontré, et là il y a des méthodologies très clair, et d'ailleurs dans le cycle de l'innovation en France, il y a des étapes à respecter qui ne montrent pas ce bénéfice pour le patient. Généralement, ces technologies ne peuvent pas se développer parce qu'il n'y a pas de marché, parce qu'il n'y a pas d'adhésion des professionnels de santé, qui sont ceux quand même qui sont aujourd'hui quelque part ceux par lesquels passera les demandes d'examen. Et donc, il était absolument ici nécessaire de mettre en place une mesure qui va permettre de voir comment faire évoluer, quelle sera l'évaluation de ce bénéfice patient, quelles seront les nouvelles indications qui vont progressivement rentrer, et ne pas laisser rentrer tout type d'indication sans en avoir démontré le bénéfice pour le patient. Donc ça, c'est une mesure en particulier qui va être articulée avec la HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, qui en France a autorité pour justement mettre en œuvre cette évaluation et reconnaître le bénéfice pour le patient. Les compétences, je vous en ai parlé. Et puis, autre point, garantir un parcours sécurisé de qualité. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, notamment tous les aspects liés à la sécurisation des données, la réglementation et les aspects éthiques, car il reste des aspects éthiques aujourd'hui qui doivent être clarifiés et précisés dans le domaine associé à l'usage du séquençage. Alors le CREFIX, je vous en ai parlé, donc je vais passer un petit peu vite, avec ces 4 missions: centre de référence, R&D. Également, faire de la R&D en lien avec les aspects éthiques et réglementaires, puisque sinon il n'y aura pas possibilité d'intégrer ça dans le cadre du parcours de soins et de la formation. Donc ici, quelques pistes très, très, très larges sur les aspects d'innovation à développer dans les années à venir. Hop là. Les projets pilotes, pour vous indiquer un petit peu, ça permet d'éclairer un petit peu sur les pistes. On est parti sur un premier projet pilote autour du cancer,
donc un projet qui est mené conjointement avec le plan Cancer, qu'on appelle Multipli, et qui concerne des patients qui sont aujourd'hui en impasse thérapeutique dans le cadre du cancer du côlon et du sarcome. Donc c'est un essai clinique randomisé, 2500 patients, avec une inclusion dans 6 ou 7 centres. Donc on est aujourd'hui en train de finaliser la mise en œuvre méthodologique. Et donc l'idée étant de, en même temps qu'il y aura le traitement de base en chimiothérapie, d'avoir un séquençage génome complet. Et au regard aujourd'hui d'un certain nombre de variants génétiques que l'on connaît à travers la littérature comme étant des indicateurs potentiels de variants spécifiques à ces pathologies-là, possibilité d'orienter vers des molécules. Donc il y a eu un appel d'offres récent qui a été fait auprès de l'industrie pharmaceutique. Il y a 10 sociétés qui ont été retenues, chacun apportant des molécules spécifiques à certains profils biologiques. Et donc l'idée sera de démontrer la valeur diagnostique du séquençage génome complet pour en tant que capacité à orienter vers la bonne thérapie. Et derrière, donc, il y aura des tests par sous-population de patients sur les différentes molécules. Deuxième projet pilote qui est en cours et qui lui est en phase d'élaboration. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que le plan il a été annoncé en juin 2016, donc on s'est mis au boulot en septembre. Donc vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça, hein, 8 ou 9 mois maintenant. Donc on est encore au début de ce plan qui a une perspective à 10 ans. Donc deuxième projet pilote sur la maladies rares. Donc la problématique sur les maladies rares, c'est une problématique de ce qu'on appelle errance diagnostique. C'est incapacité aujourd'hui, malgré tout ce qui existe, à être capable de poser un diagnostic précis sur la maladie rare qui serait à l'origine d'un constat de déficience intellectuelle chez les enfants. C'est quelque chose de très très lourd pour les familles et les enfants, d'aller d'hôpitaux en hôpitaux, d'examen en examen, sans qu'on soit capable de préciser, de dire de quelle maladie est atteint l'enfant. Derrière, il y a capacité thérapeutique ou pas, mais déjà de poser un diagnostic est quelque chose d'essentiel. Donc réduire cette errance diagnostique, c'est évidemment très important pour les familles, mais c'est également quelque chose d'important en termes de réduction des coûts de santé. Voilà, donc l'idée de partir sur un exemple de maladie rare autour de la déficience intellectuelle, et donc là aussi 2000 sujets. Et donc là, il y aura séquençage du génome des enfants, des parents, etc. Troisième exemple, sur quelque chose qui est beaucoup plus prospectif, parce qu'aujourd'hui, la littérature scientifique nous indique qu'on n'a pas encore de certitude sur ce qui pourrait être fait autour des maladies communes, c'est-à-dire sur l'origine génétique des maladies communes et la capacité à orienter un diagnostic et une décision thérapeutique en fonction d'un profil génétique. Néanmoins, et ça c'était une demande de la ministre, qui était de pouvoir d'emblée explorer notre capacité à intégrer dans le parcours de soins un exemple de maladie commune en faisant le pari que certaines maladies communes pourront bénéficier du séquençage. Donc ça aurait pu être l'insuffisance cardiaque. On est parti sur le diabète et en particulier sur les diabètes de type 2 atypiques. Le diabète étant aujourd'hui une des pathologies dont les coûts de santé sont les plus élevés. C'est je crois plus de 12% des coûts de santé en France. Donc là, c'est plus une preuve de concept sur notre capacité à intégrer ça, et au passage un projet très exploratoire auquel on va combiner, et là on va être les données génétiques au préalablement avec un phénotypage très précis pour cibler une population de patients très précise pour lequel, ce qui va nous permettre de resserrer un peu les variants génétiques qui seront mis en évidence derrière. Et puis quatrième projet qui lui n'a rien à voir, c'est une étude en population générale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une hétérogénéité des variants génomiques en population générale, chez nous tous, qui varie, et en particulier suivant les origines géographiques, et que donc à travers tous les pays du monde, il y a eu un espèce de screening en population générale qui a été fait pour connaître ces variations en population, pour ensuite pouvoir aider à l'interprétation des variations dites pathologiques. Donc il y a de nombreux pays occidentaux avaient fait ce screening-là. En France, on était très en retard. Grâce aux investissements d'avenir, depuis 2-3 ans, il y avait eu des premières initiatives qui avaient permis de faire des choses un peu dans la région nord et ouest de la France. Et là, l'idée était de compléter ce travail-là pour finir d'avoir une cartographie globale au niveau français. Et je n'ai pas de slide ici, mais c'est très impressionnant de voir comment on est capable de redéfinir, de préciser l'origine régionale des gens uniquement sur la base de l'analyse de l'hétérogénéité des variants génétiques. Alors,
Objectif 3, puis après j'arrive sur les aspects data. Objectif 3, très important, qui étaient les aspects associés à la filière industrielle. Donc comment mobiliser les acteurs industriels autour du projet. On a plus de 60 sociétés, hein, à la fois des PME françaises, des grands groupes français, des PME étrangères et des très grands groupes étrangers, nord-américains notamment, qui nous accompagnent dans toute cette démarche. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais le financement du plan français qui a été validé en juin dernier, c'était 670 millions d'euros. C'est à la fois un effort très important dans le contexte actuel, mais je vous ai indiqué au départ les investissements des autres plans nationaux. Je dirais que c'est l'ordre de grandeur à minima qu'il faut avoir. Et donc derrière, des choses en partenariat privé, public-privé, d'autres plus sous forme de commandes d'État, parce qu'un certain nombre d'infrastructures sont des infrastructures adossées au CHU. Et donc, comment mobiliser les acteurs industriels tout en étant garant de tous ces aspects-là. C'est pas simple, mais donc il y a un gros travail autour de ça. Les aspects médico-économiques, je vous en ai un petit peu parlé. Il y a également tous les aspects éthiques et information auprès de la société. Les aspects éthiques du fait qu'il y a aujourd'hui... il y a plusieurs sujets qui se posent. Vous avez un examen de génome pour une indication donnée, et à travers l'analyse de notre génome, on a ce qu'on appelle des découvertes incidentes, c'est-à-dire qu'on identifie des variants, mais en dehors de la demande d'examen qui avait été faite. Donc, quelle est l'attitude du praticien par rapport à ça? Est-ce que l'on doit revenir vers le patient pour l'en informer? Oui, non. Ça, c'est des vrais sujets éthiques et c'est loin d'être simple, puisque derrière ça, on n'a pas toujours une prise en charge thérapeutique à proposer. Et donc, pour ça, il y a le Comité national consultatif d'éthique qui a été saisi pour adresser cet aspect-là. Et il y a un groupe de travail réunissant, je pense, l'ensemble des acteurs autour des questions d'éthique en santé qui réfléchissent à ça. Voilà, donc la partie filière industrielle, je vous en ai parlé. Là, l'éthique, je viens de vous en parler. Et puis, dernier sujet, c'est donc l'information à la population, justement pour prévenir ces affaires-là. Et puis, pour avoir vraiment l'adhésion de la société sur ce que peut amener cette technologie, on prévoit d'emblée d'avoir, de faire une information, de mobiliser les acteurs de la société autour de ça. Il y a des opérations qui sont en train d'être montées avec un train qui va se balader dans toute la France. Et autres, on considère que c'est quelque chose d'essentiel, qu'il y a trop d'exemples sur des technologies très très prometteuses, mais pour lesquelles il n'y avait pas eu préalable un travail suffisant de fait pour informer la société sur comment cette technologie allait être utilisée, comment elle allait être maîtrisée et comment elle allait pouvoir être au bénéfice de tous. On sait aujourd'hui qu'il y a des choses, il y a eu des impasses sur le déploiement de telle ou telle technologie. Et donc là, on veut vraiment être préventif par rapport à cet aspect-là. Alors, j'en reviens maintenant plus sur des aspects big data et calcul associés. Quelques données, alors je vais aller assez vite, hein, mais pour bien comprendre et avoir les éléments de dimensionnement, sur le génome, un génome c'est 3,10 puissance 9 bases, et globalement le séquençage du génome complet, ça consiste à séquencer des fragments aléatoires d'ADN à partir de chaque extrémité. Donc on séquence ces fragments. Et puis derrière, on va les aligner le long d'un génome dit de référence. Donc c'est l'étape qui est ici d'alignement. Et en fonction du niveau de précision, on va aligner un nombre de fragments qui va être associé à la couverture, donc à la profondeur, un nombre de fragments que l'on aura séquencés. Et derrière ça, on va regarder les positions où il y a un nombre statistiquement suffisant de bases qui vont différer de la référence. Et c'est ça ce qu'on va appeler un variant génétique. Et toute l'affaire, c'est de mesurer ces variants. Et ensuite, ça va être de documenter, de filtrer ces variants jusqu'à retrouver ceux qui seront pertinents pour l'interprétation associée à la demande d'examen. Alors l'affaire derrière ça, c'est qu'on est sur un nombre de données qui est absolument considérable. Vous avez ici un génome complet avec une profondeur de couverture qu'on appelle 50x, qui est assez traditionnelle. Vous voyez la taille des fichiers, 150 à 300 gigabytes. Il faut savoir que pour le cancer, on considère aujourd'hui il faut l'équivalent de 3,5 génomes complets. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour un patient. Pour une maladie rare, très souvent, c'est ce qu'on appelle le trio, c'est le séquençage de l'enfant et des deux parents, donc c'est 3. Donc c'est 3 fois ce chiffre-là. Et tout à l'heure, je vous indiquais que le plan est parti sur l'idée à l'horizon qu'on a fixé, en 2025, sur une population cible cancer, maladie rare, de 110 000 patients
par an. Donc si vous multipliez tout ça, vous voyez très vite qu'on arrive sur des nombres un nombre de données et des volumes de données qui sont considérables. Et derrière ça, au-delà du volume de données, c'est les aspects calcul qui sont encore plus dimensionnants. Alors, l'enjeu, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'à partir de ces fichiers de variants, donc vous avez les variants communs, ici il y en a plus d'1 million, l'objectif, ça va être d'arriver à filtrer, avec tout un tas d'outils, de filtrer et d'annoter les variants nécessaires. Voilà. Et donc en particulier, ce que je disais tout à l'heure, c'est à titre d'exemple, c'est qu'une des premières étapes de filtrage, ce sera d'être basé sur les fréquences alléliques de la population générale pour extraire uniquement les variants associés aux aspects pathologiques. C'est une des étapes, je vais vous le décrire tout à l'heure. Alors ces aspects donnés, comment on les a conçus au regard de ces volumes, au regard de là où ils sont obtenus et autres. Donc on va les distribuer à la fois sur les étapes de stockage et de calcul entre les plateformes. Les plateformes aujourd'hui, je vous ai évoqué 12 plateformes. Il y a eu un premier appel d'offres qui est sorti en décembre pour sélectionner les 2 premières plateformes. Quels sont les 2 environnements aujourd'hui les plus adaptés pour recevoir ces plateformes-là. Et puis tous les ans, il y aura un appel d'offres donc de la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, pour identifier les 3 nouvelles plateformes jusqu'à en avoir, on table aujourd'hui une douzaine. Donc avec une plateforme qui a une capacité de séquençage, mais une capacité de stockage, de calcul et de préanalyse au départ, et puis envoie des données de variants vers un collecteur national derrière. Donc je vous ai mis ici, mais je passe assez vite, mais c'est juste pour préciser que derrière tout ça, il y a évidemment énormément d'étapes autour des gestions de données, d'alignement des données. Et puis il y a des étapes d'annotation, c'est ce que vous avez évoqué dans la présentation tout à l'heure. Derrière la donnée de santé, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, c'est de contextualiser, donner les éléments autour. Donc ça peut être des éléments cliniques, mais au-delà de ça, ça peut être des éléments sur la connaissance que l'on a de façon plus générale. Et donc là, c'est en particulier ce qu'on va faire dans ces étapes dites d'annotation. Alors voilà, donc juste pour préciser, mais je passe vite là-dessus, hein, c'est qu'au niveau du variant, donc il y a déjà toujours la même chose, des aspects de qualité de données, de contrôle qualité, ça c'est très important. Localiser la mutation à travers le génome, déterminer en quoi ces variants, quelle est la fréquence dans la population générale associée à ces variants, les prédictions telles qu'on les connaît aujourd'hui en termes de pathogénicité. Et donc derrière tout ça, vous avez ici des mots barbares ce sont des bases de données internationales qui sont alimentées aujourd'hui dynamiquement et qui sont utilisées pour affiner et documenter tout ça. Ensuite, au niveau du gène en lui-même, il y a également continué ce travail d'information, de documentation sur le profil d'expression spatio-temporelle, sur aujourd'hui quelle est la connaissance sur l'implication dans les maladies humaines connues, avec à chaque fois des bases de connaissances, sur l'ontologie du gène, sur sa localisation cellulaire, les processus biologiques ou les fonctions moléculaires associées, et puis sur son appartenance à différentes voies métaboliques, toujours la même chose, en s'appuyant sur des bases de connaissances. Après, au niveau du phénotype, et là on arrive plus avec des données qui relèvent de la clinique, sur l'implication dans les différentes maladies humaines, sur ce qu'on connaît également sur les modèles animaux, qui sont une étape qui est très très importante sur la capacité à développer des modèles, et en particulier dans le suivi longitudinal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc annotation, validation. Et puis derrière, une fois que l'on a fait toutes ces étapes, on arrive à ce moment-là à l'interprétation. Et pour l'interprétation, il va s'agir à ce moment-là d'appliquer des filtres et pour d'obtenir une liste réduite de variants en fonction du contexte. Et c'est à ce niveau-là que commence à être développé, mais il y a encore relativement peu de choses, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas les données. On n'a pas les données à la fois génomiques, couplées aux données cliniques, avec le niveau de qualité nécessaire pour développer et tester et valider d'un point de vue de la pertinence clinique tout un tas d'outils d'intelligence artificielle. Donc on commence à voir des choses. Il y a en particulier le mois dernier dans Nature Genetics un très beau papier qui pour la première fois montrait que dans le cadre de leucémie, c'est une étude rétrospective sur 1500 patients, que entre l'orientation thérapeutique d'un oncologue versus l'oncologue aidé par un système d'intelligence artificielle basé sur l'exploitation de ces bases de connaissances, la durée de survie du patient dans le cancer, parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'on le mesure, était nettement supérieure lorsque l'oncologue était assisté de l'outil informatique. C'est le premier papier sur un nombre de patients très élevé qui sortait dans ce domaine-là, et que l'on voit à travers tous ces plans nationaux qu'on est en train de préparer le terrain pour permettre d'accélérer très nettement le déploiement de toutes ces approches machine learning, deep learning et autres.
Autre élément très essentiel lorsqu'on est dans une logique clinique, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir revenir en arrière sur toutes ces étapes-là. Et donc derrière, il y a des aspects d'être capable de conserver ces bases de connaissances à un instant T alors qu'elles sont dynamiques, de conserver toutes les versions logicielles, et c'est pour ça que je vous en ai fait une liste ici pour vous montrer les choses, avec des logiques de versionning qui ne sont pas forcément très compliquées, mais là, à ramener un outil national avec la répétition de toutes ces analyses sur les patients sont des choses plus complexes. Alors, qu'est-ce que l'on voit à travers ça, à travers la mise en œuvre et ce qu'on a, la mise en œuvre du CAD ici, on n'a rien inventé, hein, c'est exactement ce qui se fait en Grande-Bretagne en particulier, je parle de ça parce qu'on y était il y a 15 jours, c'est ce que l'on fait là, et ça c'est des choses qui sont vraies en génomique, mais ce double schéma, on peut même le généraliser aux aspects de données de santé, c'est qu'on a aujourd'hui un enrichissement mutuel, une imbrication et un rapprochement très très fort entre ce qui relève de la recherche et ce qui relève du soin. Jusqu'à maintenant, et de façon assez traditionnelle, pour tout ce qui était développement de médicaments, développement de dispositifs médicaux et autres, on avait un parcours linéaire. Il y avait de la recherche, de la validation, de la preuve de concept clinique, on met en œuvre des essais cliniques pour les montrer, et ensuite on transfère dans le soin. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus rapproché et imbriqué, où on a une chaîne de soins, mais qui n'est pertinente que si elle est alimentée par des bases de connaissances qui se relèvent de la recherche. Et puis surtout, c'est à partir de ces données de soins également qu'on va pouvoir également amplifier, enrichir les bases de connaissances pour développer la recherche et accroître la recherche translationnelle autour des biomarqueurs, etc. Donc on a cette imbrication qui nécessite au niveau organisationnel, et ça c'est un problème que l'on constate dans tous les pays, moi j'ai eu, et même au-delà de ça, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de présenter le plan à la Commission européenne, et il y avait d'un côté la délégation recherche, de l'autre côté, enfin, la Commission recherche et la Commission santé, qui sont aujourd'hui totalement imperméables l'une à l'autre. C'est qu'il y a un rapprochement absolument nécessaire à faire entre les acteurs de la recherche et les acteurs du soin, et tout en garantissant quand même les étapes de validation autour de la sécurité des usages dans le cadre du soin et de la preuve du bénéfice pour le patient. Donc là, il y a des évolutions, et on est en pleine discussion, par exemple, avec la HAS, pour comment intégrer un schéma comme ça dans la mécanique traditionnelle de l'évaluation de la HAS, pour être sur des schémas plus adaptés et plus courts. Autre, et donc également un élément important, donc ici, juste rappeler que l'intérêt à collecter au niveau global toutes ces données, c'est parce qu'on a tellement de paramètres au départ, tellement de données et tellement de peu d'informations à extraire que augmenter le nombre de données, c'est une des façons qui vont nous permettre d'aller à contribuer à augmenter la valeur pronostique, il n'y a pas que ça, hein, mais de l'interprétation, et à aider donc à la décision le long du parcours de soins. Donc il y a ces épreuves de collecte de données, de base de connaissances, de méthodes d'analyse et de calcul associées à des grands volumes pour également aller vers une augmentation de la puissance statistique. Élément très important, c'est qu'aujourd'hui, et de toute façon la réglementation française de ce point de vue-là, elle est très claire, il n'est pas envisageable que d'avoir des analyses automatiques pour l'interprétation. On est systématiquement dans l'aide à la décision, mais à une interprétation réalisée par un professionnel de santé certifié, assermenté, etc. Et donc, adossé à un outil technologique comme celui-là, il faut forcément y associer, et là en l'occurrence ce sont les experts biologistes, médecins biologistes. Autre élément important que l'on souhaite mettre en place, et donc là je n'ai pas trop précisé, mais le cycle de vie des données qui part de l'hôpital, qui revient à l'hôpital, mais sur la partie finale, c'est enrichir la base avec le résultat des interprétations pour avoir en centrale à la fois les variants, les résultats qui ont été réellement posés par l'expert biologiste, puis la décision thérapeutique par le clinicien pour enrichir la base de cette information-là, qui est quelque chose qui a une très grande valeur. Voilà, et puis dernier point peut-être sur derrière tout ça, et je pose juste les grandes règles, mais c'est très complexe, les contraintes réglementaires. Aujourd'hui, il faut absolument travailler dans la réflexion sur deux chaînes, et la chaîne soins et la chaîne recherche. Au niveau de la CNIL, donc de la loi informatique et liberté, ce sont deux réglementations différentes. Il faudra donc deux autorisations et trouver la façon de mettre en œuvre les passerelles de l'un vers l'autre qui seront systématiquement sur une base de dérisquage, en fait, des risques sur le fait que des données de soins
soit utilisé et puisse être sorti pour des choses pour lesquelles le patient n'a pas donné son autorisation au départ. Donc 2 autorisations vis-à-vis de la CNIL. On va être dans un cadre clinique de soins, donc autorisation par le système COFRAC en termes de laboratoire d'analyse médicale. Tous les outils logiciels seront des logiciels qui vont être validés par la NSM, en particulier marquage CE, dispositif médical. Et puis, il y a également réglementation en matière de diagnostic génétique avec l'agence de biomédecine à qui il faudra rendre compte de façon très régulière. Ça, c'est grossièrement les éléments de réglementation. Et derrière, il y a un plus grand niveau de complexité, notamment sur le fait qu'on a besoin d'apparier les données cliniques avec les données génomiques. Et donc, on a besoin d'utiliser le NIR, ce qu'on appelle le numéro national d'identification. NIR, j'ai oublié le R, mais enfin le numéro de sécu. Mais lorsqu'on va passer au niveau recherche, il est aujourd'hui très, très complexe, mais également pour des bonnes raisons, de pouvoir utiliser le NIR sur des données recherche. Et donc, il sera nécessaire d'anonymiser, sachant que sur les données génomiques, le fait de simplement enlever le nom, enlever la référence NIR, n'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire que la signature des variants génétiques peut être source d'informations suffisante pour remonter vers ce qu'on appelle une réidentification des données. Donc il y a tout un tas d'aspects associés à la sécurité de l'usage des données. Voilà, et puis juste pour finir, donc, sur les services que l'on voit à travers le CAD, donc c'est évidemment les services à la clinique, le service dans le soin. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce même outil qui va produire des services à la clinique sera un formidable outil de service à la recherche pour faire de la recherche sur l'analyse croisée de différentes pathologies, pour faire de la recherche clinique avec l'idée d'aller sur des essais virtuels pour la validation de tests compagnons. Sur la recherche en épidémiologie en particulier, il est prévu de connecter le CAD avec le système SNDS qui était évoqué tout à l'heure. Et puis également, ça va être une base d'information absolument formidable pour pouvoir développer de la recherche sur la science des données et du calcul. Un certain nombre de services aux industriels. Alors, il y a, dans la même idée, comment pouvoir fournir des jeux de données pour tester tous les aspects logiciels, IT et autres, mais également du service aux industriels de la pharmacie pour aller sur des essais cliniques autour de génotypes spécifiques, aller sur de l'assistance au recrutement de patients ayant des profils, et puis sur les aspects de pharmacogénétique, et donc là avec des enjeux économiques importants. Également, et ça c'est essentiel, le service aux patients. Ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut intégrer le fait que le patient puisse manager lui-même ses données. Moi, je suis très prudent, mais en tout cas, pouvoir poser peut-être des oppositions sur ce qui peut être fait à travers ces données, et donc en tout cas qu'il puisse avoir un accès direct puisqu'au départ, lorsqu'il y aura une demande d'examen, il va signer un consentement dans lequel on va lui préciser que ces données sont utilisées pour établir le diagnostic, pourront être utilisés pour d'autres, en fonction de ce que la réglementation nous permettra. On pourra élargir ou pas le spectre de cet usage futur. Mais à tout moment, enfin, on est quand même sur des données très sensibles, on peut considérer que chacun puisse à un moment dire « oui, je suis d'accord pour que mes données soient utilisées pour aider à l'interprétation diagnostique d'un autre patient » ou « je ne suis pas d'accord » et donc doit pouvoir s'opposer à ça. Donc voilà. Sur cet aspect gestion directe, aujourd'hui, on est probablement dans une évolution législative à faire au regard de la réglementation, mais c'est un plan national et ça fait partie des choses, et on a aujourd'hui des juristes à l'INSERM, au ministère de la Santé, au ministère de la Justice qui travaillent sur ces aspects-là. Et puis il y a d'autres aspects là-dessus importants, l'accès et l'interconnexion avec les autres grandes bases de données dans les autres pays. L'interopérabilité, ça va être quelque chose d'assez essentiel. Et puis potentiellement plus tard, est également dans une logique, au-delà de la génomique, ouvrir vers d'autres MIC, ouvrir vers d'autres données de santé sur l'imagerie. On parle des objets connectés, mais attention, il faut y aller étape par étape. De toute façon, la réglementation est tellement contraignante, mais également avec des bonnes raisons pour l'être, qu'il ne faut pas bypasser les différentes étapes. Et puis, ça sera ma dernière slide. Donc, cette initiative française, aujourd'hui, elle a eu un écho au niveau international très important, puisque on
on avait eu un peu le nez dans le guidon au mois de septembre, donc on n'a pas eu le temps de faire de promotion, mais on a été contacté par nos collègues. On a aujourd'hui rejoint une organisation internationale qui s'appelle la Global Alliance for Genomic Health, qui regroupe l'ensemble des plans nationaux et l'ensemble des acteurs industriels qui s'impliquent au niveau mondial dans le domaine. On est en train de monter un partenariat très fort avec les collègues britanniques. Le Brexit nous aide beaucoup à accélérer les choses. Le laboratoire européen de bioinformatique est venu nous voir en nous disant qu'il voulait nous aider pour permettre le déploiement de tous leurs outils bioinformatiques dans un contexte de transfert vers la clinique. On a intégré le comité exécutif d'une initiative européenne qui rassemble au-delà de l'Europe, la Suisse, le Canada et autres, 30 pays pour définir les axes de priorité et des outils de financement public au niveau européen, donc c'est H2020, dans le domaine de la médecine personnalisée, et puis une action également très de grande proximité avec nos collègues québécois. Voilà, merci. On prend aussi une ou deux questions, pas plus, pour essayer de rester pas trop en retard. Je veux bien, j'en profite. Par rapport aux initiatives privées à l'étranger, bon, bien sûr dans la Silicon Valley, des boîtes de séquençage, je pense aussi à une boîte qui est basée à Lausanne et qui propose des services. Comment vous positionnez là-dessus? C'est quoi les possibilités d'intégration et comment aussi vous encouragez en fait les initiatives privées de start-up? Parce que j'entends parler de groupes industriels, mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un grand groupe industriel sur des sujets comme ça? Je ne suis pas certain. Voilà. On a besoin des deux. On a besoin du dynamisme des startups et de l'assise des grands groupes pour s'inscrire dans la durée qui est celle du plan. Donc on réunit en fait les acteurs de la filière, donc on essaye de contribuer au rapprochement entre acteurs. D'ailleurs, il y a dans la salle des gens qui participent à cela, chacun amenant son expertise. Il y a effectivement il y a une société aujourd'hui qui a quasiment une situation, enfin ils n'ont pas quasiment, ils ont une situation de monopole sur le séquençage qui est basée en Californie, donc avec lequel on est en train d'avancer très significativement dans un accord de collaboration, parce que de facto, on doit s'inscrire avec eux là-dedans, mais en leur demandant de s'intégrer dans cette logique de créer une filière. Donc ils vont implanter un centre de recherche et un centre de formation dans un premier temps, et de contribuer à la recherche sur le territoire pour pouvoir s'intégrer avec les autres. Alors après, pour les petites startups, nous en avons plusieurs déjà en France, avant d'aller voir même à l'étranger. L'idée étant de voir quel positionnement ils peuvent avoir autour des plateformes logicielles qui devront être mises en œuvre. Donc on essaye justement de créer ces liens entre différents acteurs, chacun amenant sa spécificité. Il faut savoir que ces startups-là, généralement, elles amènent des choses soit sur une brique technologique, soit sur une capacité d'analyse pour une pathologie donnée, pour une indication donnée. Donc c'est assez facile, dans une vision assez globale, de trouver la place pour ces sociétés-là. Après, il y a une dimension qui est importante autour du CAD, c'est que l'ensemble des données seront du domaine public. On n'a pas encore tout à fait finalisé la structure qui va porter tout ça, mais on est dans la logique, pour les raisons éthiques, parce que de toute façon, d'un point de vue de l'éthique, d'un point de vue réglementation en France, il ne serait pas possible de faire autrement, et même de façon, je dirais, capacité à pérenniser le système dans le temps. Donc on est parti sur un système qui sera opéré par le public, mais qui s'appuiera sur un certain nombre d'acteurs industriels importants pour opérer du service ou pour revendre des produits. Voilà. De ce point de vue-là, c'est un choix qui n'est pas tout à fait le même. Alors les Anglais ils ont créé l'équivalent d'un EPIC qui héberge la partie donnée. Les Américains, eux, c'est Google et Amazon qui sont au centre de leur système. En Chine, c'est une société complètement privée, etc. Donc il y a vraiment des modèles très différents. Voilà. Après, on est vraiment dans l'intégration. Et donc, système public, ça veut dire qu'aujourd'hui, les partenariats industriels se font, sauf dans le cas où il y aurait cession de propriété à travers l'exploitation des données par les acteurs privés.
parce que ça ne rentre pas dans notre cadre. Donc la société que vous évoquiez, qui est à Lausanne par exemple, c'est des discussions qu'il faut avoir avec eux, ou IBM qu'on a cité tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des gens d'IBM, qui ont un modèle, eux, justement, d'acquérir les données pour produire du service. Ça, c'est pas le modèle sur lequel on est parti. Oui, bonjour. Qu'en est-il par rapport à l'épigénomique, l'épigénétique? L'épigénétique, c'est quelque chose qui pourra venir après, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toute cette infrastructure et toute cette intégration dans le parcours de soins permettra plus tard d'aborder, à travers l'acquisition d'autres données, la capacité à produire des analyses qui permettront de répondre et d'apporter des solutions dans le cadre du soin associées à l'épigénétique. Mais il faut d'abord poser ça et ensuite être dans une démarche où on intègre d'autres données pour être capable d'intégrer les analyses et sur les aspects épigénétiques. Alors, aujourd'hui, les 12 plateformes, ce seront des plateformes que l'on souhaite être portées par des acteurs publics, mais pour lesquels on incite fortement à des partenariats publics-privés avec justement la biologie libérale, dans la capacité à opérer les aspects de plateforme. Mais l'idée d'avoir de plateformes totalement privées n'a pas été retenue parce qu'on a le souci de pouvoir harmoniser les procédés et les processus au regard des indications que l'on souhaite mettre en place là-dessus, et on veut garder la main par rapport à ça. Donc un laboratoire totalement privé pourrait nous dire que lui, ça ne rentre pas dans son modèle économique, il n'a pas la capacité à le faire et autres. Or, aujourd'hui, pour permettre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un accès aux soins pour tous sur cet aspect-là, il faut qu'on soit garant de cette affaire-là. Donc voilà, donc on veut travailler avec eux, d'ailleurs on travaille déjà avec eux, mais dans un mode partenariat public-privé autour des plateformes. On va prendre juste une dernière question pour ne pas frustrer mon ami Willy. Bonjour, merci beaucoup. Dans quelle mesure le patient et donc les associations patients ont été intégrés ou seront intégrés et à quelle étape de ce process? Merci bien. Alors, leur rôle est essentiel. On les a intégrés dans la phase de montage du projet. On les a intégrés aujourd'hui dans tout le groupe de travail qui est associé aux aspects éthique, réglementation, mobilisation de la société. Donc, ils sont intégrés. Alors, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est quand il y a énormément d'associations de patients, si on prend maladies rares et cancer. Donc, il y a des regroupements d'associations de patients et c'est des problèmes de représentativité. Voilà. Donc, on n'a pas tout le monde en représenté. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un groupe de travail où ils sont totalement intégrés. On les a intégrés dans la phase d'élaboration. Moi, j'ai déjà fait 2 réunions d'information, d'avancée du plan avec eux. Voilà. Aujourd'hui, dans la phase du pilotage général du plan, je ne vous ai pas présenté le schéma de gouvernance, mais il y a un comité annuel qui est sous l'égide du Premier ministre avec le Premier ministre, puis après un comité trimestriel avec les administrations centrales et autres. On ne les a pas associés à ce stade-là, ils sont au stade en dessous. Donc elles souhaiteraient être impliquées un peu plus en avant avec nous. On n'est pas contre, mais simplement il faut qu'on trouve la façon de les impliquer en termes de représentation. Et puis, mais on est plutôt très en attente de leur retour sur le terrain et d'être plutôt dans les groupes de travail pour que voilà. Donc on est en dialogue avec eux et il faut qu'on affine encore un peu le modèle.